Bonjour à tous et bienvenue au Dialogue Fidelity. Je m'appelle Marianne, analyste en placement de la recherche sur les produits. Les gros titres géopolitiques font beaucoup parler sur les marchés, mais est-ce que ça se traduit vraiment dans les rendements des actions internationales? Avec les États-Unis et la Chine qui continuent d'imposer leur influence à l'échelle mondiale, où ces dynamiques pourraient-elles apparaître sur les marchés investissables? Aujourd'hui, j'accueille gestionnaire de portefeuille Patrice Quirion pour parler de l'impact des changements de pouvoir, des cycles politiques et des écarts de valorisation sur les actions internationales. Bienvenue, Patrice. Ça fait plaisir d'être ici. L'année passée, tu étais l'un des premiers à croire aux actions internationales. Aujourd'hui, c'est le consensus. D'après toi, cette évolution, qu'est-ce qui l'a déclenchée? Oui, c'est intéressant comme les choses peuvent changer relativement vite quand on y pense. Pour être honnête, ça fait plus qu'un an que je suis un peu dans le camp de promouvoir un peu plus de diversification à l'international. Peut-être un peu trop tôt même, mais depuis un an, on voit que la tendance a vraiment changé. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ça? De un, on dit toujours l'évaluation en soi ne sera pas l'élément déclencheur, mais ça nous donne un aperçu du potentiel de la magnitude du mouvement qui pourrait prendre place. Et je pense qu'on s'est rendu à l'élection américaine au mois de novembre 2024. On était vraiment à cet extrême écart où est-ce qu'on disait même que le reste du monde était non investissable, c'était les États-Unis qui étaient exceptionnels. Et je pense qu'on a atteint vraiment un point extrême. Et qu'est-ce qui a déclenché la rotation un peu vers le reste du monde? Surtout si on enlève le secteur de la technologie, c'est encore plus visible là, que depuis un peu plus d'un an, les marchés internationaux font beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Je pense que ça a été une combinaison de choses. De un, on a eu en Allemagne les plans de dépenses fiscales, en partie sur l'armement, mais plus large que ça pour stimuler l'économie. Malgré que tout ça soit encore à venir, ça n'a pas pris place au cours de 2025, mais le marché est toujours un mécanisme qui va escompter à l'avance les changements futurs. Donc, on a eu un peu d'un rebond de confiance envers l'Europe de par ça. Si on va en Chine, on commence à avoir des signes de, stabilisation du consommateur après une contraction assez marquée là, dans les années depuis la pandémie. Peut-être une stabilisation de l'immobilier. Puis on a vu une bonne percée là, au niveau technologique, notamment sur l'intelligence artificielle, qui a redonné un peu de confiance sur un secteur corporatif qui est de plus en plus compétitif à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est du côté plus positif. Et du côté négatif, aux États-Unis, on a vu un ralentissement de l'économie, ralentissement du consommateur, malgré que les marchés se portent bien, que le PIB en soi se porte bien. La réalité, c'est qu'on est en anglais, on appelle ça un K-shape economy, là, où est-ce qu'il y a très peu de l'économie qui se porte bien, mais ça a un gros impact. Mais la réalité, c'est que la majorité de la population n'en bénéficie pas. Ça perdure depuis quelques temps, mais ça a été accentué là, au cours de la dernière année. Ce qui fait en sorte que, comme je le mentionnais, surtout quand on exclut la technologie, là, les États-Unis ont eu plus de difficultés, tandis que le reste du monde rebondissait. Et pour revenir sur le point de l'évaluation, il y en a qui vont dire, oui, mais on a déjà eu une bonne surperformance là, de la Chine, de l'Europe versus le marché américain depuis un an. Est-ce qu'il y a encore de la place à ce que ça continue? Mais la réalité, c'est que oui, on a vu un renversement de tendance, mais c'est d'un niveau tellement extrême qu'encore aujourd'hui, selon moi, les évaluations sont beaucoup plus favorables dans le reste du monde versus les États-Unis. Le reste du monde demeure plus près d'un bas de cycle versus les États-Unis qui demeurent plus près d'un haut de cycle. Donc, absolument, je pense que ça peut perdurer malgré déjà un an, là, plus ou moins, de surperformance à l'international. Et c'est typique parce que les marchés vont toujours prendre un peu de temps à réaliser ces changements-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas pleinement réalisé au prix action sur les marchés internationaux qui se portent un peu mieux. Donc, il y a un côté momentum là, qui pourrait s'ajouter à cela, qui, selon moi, on n'a pas vu encore là, aucunement à ce stade-ci. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui me donne confiance que ça peut perdurer ici. Déjà, dans les premières semaines de la nouvelle année, on voit beaucoup de changements, de nouvelles opportunités. Donc, qu'est-ce qui ne change pas pour cette année de 2026?
Ouais, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on vient d'arriver au mois de janvier que soudainement tout change, qu'il y a un nouvel outlook pour les marchés pour l'année à venir. Donc, la majorité des choses ne changent pas. Donc, comme je le mentionnais, je pense que je demeure positif sur une reprise du consommateur en Chine et en Europe. Mais peut-être pour toucher sur qu'est-ce qui pourrait changer pour l'année à venir, ou est-ce que ça commence à avoir un impact sur ma construction de portefeuille à un certain degré. C'est pour revenir sur le fait qu'on a été dans une économie qui a été, oui, les marchés ont bien fait, mais l'économie réelle, la majorité des consommateurs qui n'ont pas senti l'effet bénéfique là, de ces marchés très, très forts. Je pense qu'on pourrait être à l'année où est-ce que la combinaison de coupures de taux d'intérêt et l'impact qui est toujours retardé des coupures qui ont déjà pris place va commencer à avoir un impact. On voit la confiance qui pourrait revenir en résultat de ça. On pourrait avoir un redémarrage du marché immobilier qui a quand même des implications là, de conséquences sur n'importe quelle économie. L'immobilier a toujours un très gros impact sur la confiance du consommateur, l'activité économique de façon générale. Donc ça, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, je pense qu'on est peut-être à ce stade-là où est-ce qu'on pourrait voir une reprise là, de l'économie réelle, l'économie plus cyclique menée par l'immobilier, menée par le consommateur, secteur plus manufacturier, où est-ce qu'il y a de la demande qui a été repoussée, là, pensons au secteur de l'automobile, tout ce qui est consommation plus discrétionnaire, là, pensons un exemple parmi tant d'autres, les dépenses dans les restaurants, par exemple, où est-ce que ça a été sous pression là, depuis quelque temps. Est-ce qu'on voit tout ça revenir à un certain degré avec le consommateur qui se sent mieux, le taux d'intérêt qui pourrait baisser, peut-être une forme de stimulus avec les élections de mi-terme aux États-Unis qui s'en viennent. On ne sait pas la forme que ça pourrait prendre, mais je suspecte qu'on va voir une forme de stimulus, là, que ce soit des chèques de refund, de tarifs qui pourraient prendre place ou quelque chose de la sorte. Je pense qu'il faut se préparer là, à une reprise cyclique de la vraie économie. Et ça crée des opportunités partout dans le monde, incluant aux États-Unis. Et je commence à me déplacer pour en prendre avantage là, de plus en plus dans les portefeuilles. Donc, le leadership américain pourrait s'élargir. Oui, dans le leadership du marché qui a été très, très mené par l'intelligence artificielle et tous les dérivés de ça, là, surtout dans le secteur de la technologie, mais dans un paquet d'autres secteurs aussi, là, que ce soit dans les services publics, que ce soit dans l'industriel, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, centre de données, consommation d'électricité, etc., c'est vraiment la seule chose qui a vraiment mené les marchés là, au cours des dernières années. Et je suspecte qu'on se rapproche à un point où est-ce que cela va commencer à perdre la vitesse à un certain degré, où est-ce que les attentes sont rendues très, très hausses, où est-ce qu'il n'y a pas de marge à l'erreur, pas de marge à avoir des disappointments sur les dépenses. Si on est pour voir des signes qu'on a peut-être atteint un niveau de CAPEX qui va faire en sorte qu'on a suffisamment de capacité de centre de données qui est bâti et que ça commence à faire un plateau, ça ne serait pas bonne nouvelle. Donc, je n'ai pas la réponse sur quand cela va se produire exactement, mais je pense qu'il faut commencer à être plus méfiant de ça. Je pense que le marché commence à être un peu plus discernant sur quel titre on va... Parce qu'on était vraiment dans un environnement où est-ce que toutes les compagnies qui avaient une exposition de près ou de loin en bénéficiaient. Là, je pense qu'on va essayer de faire un peu plus la différence entre les compagnies qui vont gagner versus moins bien performer à travers tout ça. Et si en même temps, on a l'économie réelle, manufacturière, consommation, qui reprend du poids de la bête, on pourrait très bien voir là, au minimum un élargissement du leadership du marché et peut-être même là, un peu une police d'assurance contre si on était pour avoir des soubresauts sur le secteur ou les dépenses sur les centres de données. Je pense que ça met une grosse partie du marché, surtout aux États-Unis, vraiment à risque que le reste du monde ou le reste des autres secteurs vont nous protéger à un certain degré contre ça. Et c'est de plus en plus où je mets l'emphase là, dans ma façon de bâtir les portefeuilles aujourd'hui. Étant un investisseur contrarien, est-ce que les actions internationales, européennes, chinoises
sont encore pertinents ou trop fréquentés à ce point-là? Non, je pense pas qu'on ait un point d'excès favorable. Je dirais même loin de là. Ça fait un an que ça va mieux, mais on est parti d'un point de départ extrême négatif, comme je le mentionnais en bas de cycle. Donc, puis c'est des cycles qui habituellement perdurent là, pendant un bon bout de temps. Je dis souvent l'exemple, puis pardonnez-moi si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais chaque décennie, plus ou moins, a comme une histoire différente, un leadership différent. Que ce soit le pétrole, le Japon, l'Internet, l'immobilier, la Chine, l'intelligence artificielle maintenant. On vient de faire le tour des 50-60 dernières années. Je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait avoir le leadership pour la décennie à venir? Habituellement, ce n'est pas ce qui a mené la décennie précédente. Si c'était facile, notre travail serait plus facile. La réalité, c'est qu'on cherche encore pour des signes de ça, mais je suspecte que ça pourrait être quelque chose dans les lignes d'un changement de pouvoir géopolitique de plus en plus large pour la Chine, peut-être plus réduit, un peu plus centré à l'interne pour les États-Unis, qui pourrait créer là, une opportunité pour les multinationaux. Les compagnies, compagnies qui ont gagné le marché local en Chine, là, des grandes business, mais qui ne sont pas des multinationales à ce point-ci, de vraiment prendre leur envol et aller dans, initialement, les pays émergents, peut-être même en Europe, reste du monde, aller compétitionner davantage contre les multinationales de l'Ouest, là, que ce soit japonaises, européennes, américaines. Ça pourrait être un peu une des scénarios là, qui pourraient se produire au cours des 10 prochaines années, où est-ce que ça pourrait être un leadership là, totalement différent de ce que l'on a vu. Donc, cela dit, je pense que c'est des changements qui se produisent à long terme. Ce n'est pas des changements qui durent là, quelques trimestres et tout revient. Je pense qu'on est encore là, relativement tôt dans cela, sans vouloir dire qu'on ne peut pas avoir de recul, mais je pense qu'on est selon moi, dans ce point-ci où est-ce que le leadership là, a transitionné vers autre chose que les États-Unis, mais ça fait quand même un bout de temps qu'il y a certains secteurs aux États-Unis qui se portent moins bien, malgré qu'on a ces grandes vues macro de la sorte. La réalité, c'est que les portefeuilles sont gérés vraiment avec du stock picking un par un, et à la marge, je dirais que je commence à trouver davantage d'opportunités dans le marché américain. Donc, ma sous-pondération demeure, mais est en train de réduire à un certain degré, parce qu'il y a suffisamment là, de parties du marché qui ont été contrariennes, qui ont été hors de faveur depuis un bon bout de temps et qu'on commence à avoir des points d'entrée plus intéressants, que ce soit consommation, transport, soins de santé, housing. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Encore surpondéré Europe, encore très confiant sur les perspectives long terme de la Chine, mais un peu moins négatif sur certaines portions du marché américain. Continuons sur le plan géopolitique, notamment les États-Unis et le Venezuela. C'est quoi votre point de vue en tant que gestionnaire mondial et est-ce que vous voyez des répercussions? Oui, non, c'est un bon point. Évidemment, c'est dans les manchettes depuis une semaine. Je pense que c'est important de prendre un peu de recul, se demander pourquoi est-ce que le gouvernement américain a décidé de prendre action. Je pense que les médias mettent beaucoup l'emphase sur les réserves pétrolières du Venezuela, qui peut-être fait partie de la donne, mais je suspecte qu'il y a une plus grande force en place ici, qui est le fait que, revenir sur le pouvoir ou l'impact que la Chine a sur une panoplie de pays émergents ou la présence qu'elle a, l'Amérique latine, c'est clairement un cas, comme plusieurs autres pays émergents, où est-ce qu'au cours des dernières décennies, on a vu un paquet de pays en pays émergents qui ont été sous le pouvoir des États-Unis et qui sont transférés avec aujourd'hui une situation où est-ce que la Chine a beaucoup plus de pouvoir sur beaucoup de ces pays-là. Certainement le cas en Asie ou en Afrique, mais c'est un peu plus loin. Mais si on vient à l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, bien là, c'est un peu plus près pour les États-Unis, un peu plus d'importance. Et je pense que ce qu'on l'on voit, non seulement au Venezuela, mais rappelez-vous, il y a environ un an, avec le gouvernement de Milei en Argentine, le gouvernement américain a quand même pris une certaine influence là, sur les résultats de l'élection et un peu les bénéfices qu'ils essaient d'apporter à l'administration de l'Argentine.
Là, on le voit avec le Venezuela. C'est deux pays où est-ce qu'on ne peut pas vraiment investir. Il n'y a pas de compagnie publique. La question que je me pose depuis une semaine, c'est quoi d'autre qu'on pourrait voir quelque chose un peu de la même saveur? Et le grand pays en Amérique du Sud est évidemment le Brésil. C'est un pays où est-ce que c'est investissable. Et on sait qu'on a des élections qui s'en viennent l'an prochain. Et historiquement, le Brésil a été un pays où est-ce qu'on a toujours changé de direction entre la droite et la gauche du côté politique. Et il est possible, sans que j'en suis au courant d'une façon ou d'une autre, on n'a pas ça, mais je pense qu'il faut commencer à envisager des scénarios où est-ce que l'administration américaine pourrait essayer d'interférer dans les élections au Brésil pour apporter quelqu'un au pouvoir qui serait plus pro-américain, plus pro-business. Et cela pourrait avoir des impacts assez considérables sur le marché brésilien. Donc, dans les événements de la semaine dernière où tout le monde est focusé sur l'énergie, bien moi, je commence à penser peut-être la deuxième ou troisième dérivée de ce qui va se produire dans 2 ans, où est-ce qu'on a vraiment la capacité là, de prendre position ou d'avoir un impact là, sur les portefeuilles. Tu avais mentionné que tu prends une approche plus sectorielle plutôt que géographique. Donc, qu'est-ce qui a mené à cette décision? Oui, bien, c'est tout le temps une combinaison des deux. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'investir à l'international, c'est simplement choisir dans quel pays on va se déplacer, tandis qu'en réalité, c'est pas de la même façon qu'au Canada ou aux États-Unis, c'est pas de dire j'achète le marché, j'achète le pays, c'est toujours de faire la sélection de titres, la sélection de secteurs, de sous-secteurs à travers ça. Et c'est toujours, ça a toujours un impact vraiment plus considérable que la sélection de géographie en soi. Peut-être que l'an dernier, on était à un moment plus extrême où est-ce que les écarts d'évaluation sur une base géographique étaient extrêmes. Là, sur une base historique, on n'a jamais été à des niveaux là, aussi différents. Donc, ça a apporté un peu plus de focus sur les écarts d'évaluation sur une base géographique. Mais la réalité, c'est que les fondamentaux sont souvent beaucoup plus dépendants du secteur ou sous-secteur dans lesquels on est présent. Et je pense que surtout dans le contexte, selon moi, dans lequel on se déplace, où est-ce qu'on va voir peut-être un changement de leadership, une reprise réelle de l'économie, où est-ce que les titres cycliques, de taux de cycle vont en bénéficier. La réalité, c'est que tout cela pourrait être d'une certaine façon assez synchronisé, où est-ce qu'on pourrait voir ça prendre place en Europe, aux États-Unis, en Chine, le consommateur qui reprend confiance, l'impact des taux d'intérêt qui ont réduit là, partout à travers le monde, sauf au Japon, c'est une histoire un peu différente là-bas, mais pour le reste du marché, on pourrait commencer à voir l'impact là, plus bénéfique des coupures de taux d'intérêt qui vont redémarrer là, l'industrie de l'immobilier, le consommateur. Et par conséquent, de choisir les bons secteurs va avoir un impact, selon moi, beaucoup plus considérable que de choisir la bonne géographie. Cela dit, j'ai toujours l'opportunité, comme gestionnaire global, de comparer quel est le prix à payer, qu'est-ce qui est déjà reflété dans les évaluations, dans les estimés de profit. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'encore aujourd'hui, pour des compagnies très semblables, avec des fondamentaux similaires, exposés à des sous-secteurs similaires, de façon générale, encore en Europe, les titres sont moins dispendieux qu'aux États-Unis. Et surtout en Chine, je pense que les évaluations sont vraiment beaucoup moins demandantes. Donc, il va rester un impact là, géographique sur ça. Il y a aussi un impact de diversification contre des scénarios où est-ce que ça pourrait être des scénarios un peu plus extrêmes ou moins probables, notamment du côté des devises, où est-ce que, historiquement, on s'en est jamais trop fait sur le dollar américain. Je ne veux pas dire que c'est un scénario de base, là, loin de là, mais je pense qu'il y a un côté diversification, police d'assurance, d'investir à l'international, au cas où la situation fiscale américaine se détériore, au cas où est-ce que le marché pourrait potentiellement arriver à un scénario où est-ce qu'on perd un peu confiance dans l'or US, si la façon de se sortir du déficit fiscal, c'est d'intervenir à forcer la Réserve fédérale américaine de garder ou de réduire les taux d'intérêt trop bas, même dans un contexte où l'inflation pourrait revenir. Donc, tout ça, ce n'est pas un scénario de base, là, loin de là, mais ce scénario-là, je pense qu'il faut y porter attention où est-ce que ça pourrait avoir un impact là, considérablement négatif sur le dollar US, que l'international pourrait nous protéger à un certain degré de la même façon que l'or peut nous protéger. On commence à avoir un peu
des sous-courants de ça là, dans le marché. On le voit très bien du côté de la valeur de l'once d'or. Mais c'est de penser à d'autres choses, là, comme du côté de devises, peut-être le renminbi en Chine pourrait être un bon edge contre un scénario de la sorte également. Étant un gestionnaire de portefeuille global, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je voudrais parler à propos de l'équipe de recherche. Oui, on peut parler de l'équipe de recherche, on peut parler style d'investissement, comment filtrer à travers ces dizaines de milliers de compagnies. Je pense que l'avantage que l'on a de gérer des portefeuilles chez Fidélité, c'est la taille, la qualité de notre équipe de recherche. Surtout dans mon cas, avec des mandats mondiaux, c'est d'avoir cette équipe de recherche experte sur le terrain à travers le monde. Donc, pour moi, c'est beaucoup de prendre avantage de cette base de connaissances de nos experts, que ce soit des analystes, des gestionnaires de portefeuille qui sont basés partout à travers l'Europe, partout à travers l'Asie, comme c'est le cas ici en Amérique du Nord. C'est pour ça que je voyage énormément pour passer du temps, oui, rencontrer des entreprises, mais beaucoup, beaucoup de temps à faire le même travail que je fais ici à partir de Toronto, mais de passer une semaine à faire ça de Londres ou de Tokyo ou de Hong Kong, quelques fois par année pour chacun de ces endroits. Donc ça garantit rien en soi, mais je pense que ça nous met dans une situation où est-ce qu'on devrait avoir un meilleur accès à l'information, une meilleure capacité d'agir rapidement parce qu'on a quelqu'un quelque part qui est vraiment l'expert sur une compagnie, un secteur, une géographie, qui fait en sorte que quand les marchés bougent, que quelque chose se passe, la réalité, où qu'on soit dans le monde, n'importe où, on est capable d'analyser la situation, mais dans bien des cas, si on est moins familier avec ça, ça prend du temps. Et les marchés bougent très vite. Tandis que dans notre cas, bien, avec cette équipe-là, ça nous permet de prendre action le plus rapidement, que ce soit des périodes comme pendant la pandémie au printemps 2020, que ce soit comme après les tarifs, là, plutôt en 2025. Ça nous permet d'agir rapidement avec un bon degré de confiance, qu'on comprend ce qui se passe, qu'on comprend l'impact que ça va avoir sur une panoplie d'entreprises, géographie, etc. Mais comment filtrer tout ça? Parce qu'évidemment, avec autour de 25 000 compagnies listées à travers le monde, il faut que j'arrive à un portefeuille de 50, 60 titres en portefeuille. C'est là que le style d'investissement prend vraiment de l'importance. Et dans mon cas, ça fait 12 ans que je gère le Fonds mondial. Ça a toujours été le même processus. Ça va toujours demeurer le même processus. C'est basé sur le fait que je crois fermement que les marchés, tandis qu'ils ont raison de façon directionnelle, les marchés ont tendance à surréagir quand il y a des tendances qui perdurent depuis longtemps. Et même si les marchés sont très efficaces, il y a l'opportunité de prendre un point de vue un peu plus long terme que la majorité des autres investisseurs et de tirer avantage des compagnies qui sont dans des secteurs, des sous-secteurs, des géographies, des fois c'est même des situations spécifiques à une entreprise où est-ce que les choses ont moins bien été depuis un bout de temps, que tout le monde le sait, que tout le monde le reconnaît, que c'est déjà reflété dans les attentes et que le marché a surréagi, donc les évaluations deviennent trop basses, les évaluations ont perdu un peu le compas sur quel est le potentiel de profitabilité à long terme d'une entreprise là, dans une situation de cycle normal et de prendre avantage de ça. Donc, dans mon cas, c'est vraiment de mettre beaucoup, beaucoup l'emphase sur que ce soit des pays comme la Chine présentement, que ce soit des secteurs comme le consommateur présentement, qui ont été, ou même des styles d'investissement, là, comme les titres plus défensifs là, depuis un bout de temps qui performent vraiment moins bien, et d'aller là, chercher à l'aide de notre équipe de recherche les meilleures opportunités dans ces portions du marché-là qui sont hors de faveur, où est-ce qu'on a confiance que les choses vont éventuellement revenir à la normale, même si on n'a pas toujours pleinement visibilité ou confiance sur exactement quand ce retournement de situation à la normale, ce point d'inflexion va se produire. Mais je pense que si on regarde à long terme, les mouvements autour de ces points d'inflexion-là peuvent être considérables et de les manquer, bien, on peut laisser beaucoup d'argent sur la table. Et j'ai tendance à essayer de faire ça et de me positionner à l'avance. C'est pour ça qu'il y a des situations comme, si on remonte longtemps après le Brexit, on a réussi à très bien faire sur le rebond parce qu'on s'est positionné contre un mouvement extrême. C'est toujours de chercher pour le prochain point d'inflexion et de se positionner à l'avance. Peux-tu peut-être partager une histoire de titre qui reflète ton style? Oui, il y en a, c'est tous les titres dans le portefeuille, mais pour donner quelques exemples,
Peut-être rapidement sur le secteur de la technologie, par exemple, où est-ce que vous m'avez entendu parler depuis longtemps, où est-ce que je pense qu'on est dans un territoire là, où les attentes sont très élevées, où est-ce que le risque-rendement, le ratio n'est peut-être pas très favorable. Il y a toujours des opportunités. Donc, prenons un exemple comme Intel ou Samsung, où est-ce que si on remonte il y a un an, c'était des titres très hors faveur, mais là, on voit qu'ils ont été en mesure de se rattraper. Comme leader mondial, c'est probablement ce à quoi on devait s'attendre, mais le marché n'était pas prêt à prendre cet horizon plus long. Donc, ça a créé des opportunités, même dans un secteur que je n'aimais pas, d'acheter des titres qui étaient vraiment contrariens, hors de faveur, très peu dispendieux et qui éventuellement en ont bénéficié. Je peux prendre un autre exemple sur le côté des métaux, par exemple, où est-ce que je suis plutôt favorable depuis 2-3 ans. Je suis simplement de l'opinion que le prix, notamment du cuivre, était trop bas pour stimuler des nouveaux investissements miniers qui sont requis là, à long terme. Il fallait que le prix du cuivre augmente. Donc, on avait un peu des producteurs de cuivre, mais surtout des compagnies qui étaient liées au CAPEX minier. Donc, quelques compagnies en portefeuille, là, que ce soit Finning ici au Canada, ou une compagnie comme Komatsu au Japon, ou une compagnie comme Orica en Australie qui fait des explosifs miniers. Tous des compagnies qui vont bénéficier là, d'un cycle d'investissement en CAPEX minier qui était trop peu élevé, en bas de cycle, et qui là sont en train de revenir, des entreprises généralement de bonne qualité qui étaient offertes à des prix là, très, très raisonnables si on remonte. Il y a environ 2 ans qu'on a pris position là, dans plusieurs de ces compagnies-là. Ce sera un autre exemple. Et on peut continuer, là, mais il y a toujours une histoire de la sorte. C'est toujours de trouver des compagnies de bonne qualité où est-ce qu'on n'a pas peur sur des tendances structurelles à long terme qui sont en creux de cycle et où est-ce qu'on pense que les titres sont vraiment trop peu dispendieux versus la capacité de potentiel de profit dans un cycle normal ou dans un environnement normalisé à long terme. Absolument. Finalement, le consommateur chinois est un autre sujet dans tes portefeuilles. Donc, ça serait quoi ta thèse sur ce thème? Oui, bien, comme je le mentionnais plus tôt, je pense que si on regarde tous les marchés sur une base géographique à travers le monde, la Chine demeure celui qui semble le plus hors de faveur, où est-ce que peu d'exposition par plusieurs investisseurs, pour des bonnes raisons, mais je pense que c'est exagéré. Encore une fois, le marché a raison sur une base directionnelle, mais exagère. Et je pense que depuis 2 ans, on est dans cette phase-là où est-ce que les changements sur la valeur des titres-là ont été exagérés, ce qui crée des opportunités. Mais comme je le mentionnais, on n'achète pas une géographie, on achète une exposition à une business. Et en Chine, je pense que la réalité, c'est que la phase, c'est une économie gérée par le gouvernement, planifiée à long terme. L'histoire de croissance qui était l'immobilier, qui était l'infrastructure au début des années 2000, jusqu'autour de 2010, qui est devenue une histoire de bâtir de la capacité manufacturière de 2010 jusqu'à présent. Selon moi, c'est sur le point de changer et je pense que l'histoire pour la Chine, pour la prochaine décennie, ça va être sur 2 points. Ça va être de diversifier l'économie plus vers le consommateur parce que la majorité des pays développés, le consommateur représente là, environ 2/3 du PIB, tandis qu'en Chine, on est juste autour de 40 %. C'est encore une économie très, très dépendante sur l'industrie manufacturière, infrastructure, real estate. Il faut que ça pivote. La Chine est en train de devenir un pays développé et par conséquent, le consommateur va devenir de plus en plus important et c'est pour ça que je me suis positionné dans des titres qui, je crois, sont des compagnies liées aux consommateurs, liées aux services, aux voyages, par exemple, qui sont clairement les champions locaux, que ce soit une compagnie comme Trip.com, une compagnie comme Anta qui est dans le portefeuille et qui vont bénéficier, là, de, selon moi, une croissance des dépenses en consommation qui va perdurer. Ce n'est pas une thèse sur 1 an ou 2, c'est une thèse littéralement sur les 10 prochaines années. Et il y a un côté technologie, comme je le mentionnais, je suis négatif sur les évaluations sur la technologie dans le reste du monde, mais surtout sur l'intelligence artificielle. Mais si on se déplace vers la Chine, il y a des compagnies, que ce soit comme Tencent, que je tiens à travers Prosus, que ce soit Alibaba, qui sont vraiment en train de faire des avancées quand même assez incroyables compte tenu des ressources qu'ils ont déployées vers ça.
Côté tech et côté consommation en Chine sont quelque chose là, que je crois que ça va perdurer. Éventuellement, ça va être reflété dans les évaluations, donc je ne veux pas dire qu'on va les détenir pour les 10 ou 20 prochaines années, mais entre-temps, je pense que ça n'est pas encore reflété dans les titres et c'est pour ça que ce sont des grosses là, positions en portefeuille, bonnes entreprises de qualité avec un backdrop qui devrait être favorable à long terme. Parfait. Patrice, on est déjà à temps. Merci pour la discussion toujours intéressante. Merci. Et merci de nous rejoindre sur Dialogue Fidelity. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!